Bonsoir à tous. Ça, je l'ai dit déjà, désolé. Alors, je suis content d'être là et avant toute chose, je voulais dire merci. Merci au pasteur Jacques Ambila pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir être là et de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup, pasteur, et ainsi que à tout le ministère et à maman qui, certainement, qui m'écoute. Et je suis content d'être là et que le Seigneur vous bénisse énormément. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse qui est là, Lydie. Tu peux t'élever. Merci. Je suis venu avec un de mes fils spirituels, Ézéchiel, qui est là aussi. Tu peux t'élever. Merci beaucoup. Et nous allons partager ensemble avec vous sur ces thèmes, une société où les hommes meurent en silence. Donc c'est un thème assez difficile à explorer, mais je pense que par la grâce de Dieu, nous allons bien évoluer ensemble. Alors, rapidement, qui suis-je? Je m'appelle Christian Chica. Ça fait 10 ans que je suis conférencier, motivateur, coach en business, formateur dans tout ce qui est leadership, développement personnel, marketing, vente, voilà, et ainsi de suite. Et je dirige une entreprise qui s'appelle Capital. Donc, on n'est pas là pour parler de moi. Alors, nous allons partager sur ces 3 petits points. Nous allons commencer par une introduction. Ensuite, nous allons voir quelques définitions et les contextes dans lesquels je voudrais échanger et partager avec vous. Et ensuite, nous verrons les mots et les causes qui détruisent les hommes en silence. Et enfin, nous allons ensemble nous proposer un processus justement des restaurations qui pourraient nous aider à évoluer tout au long de ce partage. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4, le verset 23. Ça ferait certainement partie de notre texte des bases de mon exposé. Genèse chapitre 4, le verset 23. La Bible dit, Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Verset 24. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Il y a une autre version de la Bible, la version Martha, dit ceci, et Lémec dit à Ada et à Tsila, ses femmes, femmes de Lémec, entendez ma voix, écoutez ma parole, je tuerai un homme, moi étant blessé, et même un jeune homme, moi étant meurtri. Car si Caïn est vengé 7 fois davantage, le mec le sera 77 fois. Voilà, nous allons revenir sur ce texte tout à l'heure. Alors, je me suis posé certaines questions. Est-ce que c'est vrai que les hommes meurent en silence? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est vrai que les hommes meurent en silence? Qui pense que c'est vrai? Eh oh, vous êtes là? Voilà, qui pense que c'est pas vrai? Bon, qui ne sait pas? Ok, voilà. Justement, le fait de ne pas le savoir, c'est justement ces silences-là, en fait, que nous allons voir ensemble. Donc, je pense, sans vous l'imposer, je pense que les hommes meurent en silence. Si la réponse est oui, les hommes meurent de quoi en silence? Nous allons voir ça ensemble. Et qu'est-ce qui tue les hommes? Ou encore ce que vous voulez. Mais pourquoi ces silences de la société? Ou pourquoi cette ignorance de la société? Ou encore, si vous voulez, pourquoi ces silences de l'homme lui-même, justement? Parce que lorsque je posais la question, est-ce que nous pensons que les hommes meurent en silence? Les hommes, nous-mêmes, nous ne savons pas que nous mourrons en silence. Donc, nous allons partager ça ensemble avec vous. Alors, le but de mon message est simple. Le premier but, ou le premier objectif de mon message, c'est pouvoir vous pousser justement à prendre conscience de ce qui nous tue en tant que les hommes. Et surtout, non seulement à prendre conscience de ce qui nous tue, mais à prendre conscience de notre identité. C'est très important. Et pourquoi je vais parler de l'identité de l'homme? Parce que, je le dis tout de suite et maintenant, parce que dans la plupart du temps, lorsqu'on demande de définir l'homme de prédication, les enseignements que nous suivons ont toujours tendance à définir l'homme par rapport à la femme. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons définir l'homme par rapport à lui-même.
Est-ce qu'on est ensemble? D'accord. Deuxième but, c'est de pouvoir susciter justement ces hommes-là qui sont conscients de ces mondes, de ces fléaux, de ces douleurs justement qui nous détruit petit à petit et qui détruit la société, qui détruit nos familles, qui détruit nous-mêmes, qui détruit l'impact que nous devons normalement avoir dans le monde. Et aussi à jouer le rôle qu'il faut. Troisième objectif, c'est de pouvoir aider quelqu'un ce soir à se libérer de ces mots-là. Peut-être tu vas te retrouver dans certaines choses que je vais partager, mais je vais vraiment t'aider à pouvoir être restauré, à être guéri et à commencer une nouvelle vie. Et enfin, c'est de pouvoir susciter des modèles. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, on a un problème de modèle. Qui, dans cette salle, considère son père comme étant un modèle? Qui considère que son père n'est pas son modèle, son père biologique? Qui ne sait même pas ce qu'est un modèle? Voilà. Est-ce que vous êtes là? Ok. Alors, nous allons commencer avec le premier point, quelques définitions et les contextes. Alors, je voudrais d'abord fixer les contextes dans lesquels nous partageons aujourd'hui. Dans ce contexte, c'est que ce message n'est pas pour les hommes mariés. C'est important de le préciser. Ce message n'est pas pour les hommes, parce que dans la plupart du temps, lorsqu'on organise des réunions pour les hommes, il y a toujours un sous-entendu homme marié. On a l'impression qu'on devient homme lorsque nous sommes mariés. Non, tu n'es pas homme lorsque tu te maries. Tu es déjà homme à cause de ta masculinité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? À cause de ton sexe. Voilà. Donc, ce n'est pas pour les hommes mariés. Donc, c'est pour les hommes masculins, tout court. OK? Ça, c'est important. Deuxième chose, c'est que ce message n'est pas pour magnifier la suprématie de l'homme sur la femme. On est des hommes, alléluia! Non, c'est pas ça. C'est pas pour vous dire ça. C'est pas pour vous dire que vous êtes supérieur à la femme. C'est pas pour vous dire que vous devez retrouver votre place. C'est pas pour vous dire ça. C'est très, très important qu'on se fixe. Et ensuite, ce message n'est pas pour comparer l'homme de la femme. Comme je l'ai dit, dans la plupart du temps, on a tendance, lorsqu'on parle de l'homme, de le comparer toujours à la femme. Et puis, je vais vous prouver que c'est une des choses qui détruit nous en tant qu'hommes et sans le savoir. Est-ce que tu es là? Alors, bref, ce message est pour un homme, que tu sois marié, célibataire, jeune, je ne sais pas l'âge que tu as, mais ce message est pour toi si tu as seulement le sexe masculin. Bon, les femmes, désolé pour ce soir. D'accord? Alors, nous vivons dans une société. Qu'est-ce que moi, je sous-entends, ou les dictionnaires sous-entendent, en tant que société? La société est un ensemble d'individus qui est défini par une idéologie, une philosophie, une histoire, des lois et des principes, si vous le voulez. Mais c'est une société, c'est un ensemble d'individus qui veulent se perpétuer dans le temps, okay? Qui veulent se construire des années après années. Alors, lorsque nous disons que les hommes se meurent, une société où les hommes se meurent en silence, c'est que nous sommes dans un ensemble d'individus où nous vivons dans un contexte où, sans le savoir, notre société, je ne dirais pas que la société tue les hommes, mais il y a des choses qui se passent dans cet ensemble qui fait que les hommes, aujourd'hui, nous mourons. Je vais partager ça avec vous. Alors, lorsque nous disons que les hommes meurent en silence, la mort, qu'est-ce qu'on veut exactement de parler? On veut simplement parler de blessures que connaissent les hommes, des douleurs que connaissent les hommes. Je vais expliquer ça parce que ça fait longtemps, plusieurs années, on nous a appris que l'homme n'avait pas d'émotion. On nous a appris que l'homme n'est pas un être émotionnel. Et je vais vous prouver que c'est faux, que vous êtes un homme, un être émotionnel autant que la femme. Et c'est la société, en fait, lorsque vous naissez, c'est qu'à un certain âge, la société vous a transmis une certaine information que moi, je ne vais pas aller là-bas. Mais au contraire, le fait justement de cacher ces émotions nous détruit d'une certaine façon. Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque nous parlons de ce qui tue les hommes, nous parlons de tout ce qui est fatalité en fait pour l'homme. Qu'est-ce qui est une fatalité pour l'homme aujourd'hui? Et nous allons aussi parler des fléaux sociaux qui affectent les hommes en général. Alors dans le texte de Genèse 4, le verset 23, que nous avons lu, nous révèle 4 choses. Aide-moi à dire à ton voisin 4 choses.
la première des choses que ce texte nous révèle, c'est qu'un homme masculin peut être blessé. Aide-moi, dis à ton voisin que tu peux être blessé. Peut-être tu es déjà blessé. Qui est déjà blessé? Qui a déjà été blessé? Voilà. Donc un homme masculin peut être blessé. Il faut l'accepter. Tu peux mal te sentir. Tu te sens humilié. Tu te sens... Voilà. Tu peux être blessé. Ça, c'est la première information. Tu peux être blessé psychologiquement, émotionnellement. Tu peux être blessé. Deuxième de chose, qu'il y a de degrés de blessures. Dans ce texte, la Bible est en train de nous dire, ça peut sembler être deux mots synonymes. Le mec est en train de dire, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Ça peut être deux mots synonymes, mais il y a, je peux dire, une légère différence. C'est qu'une blessure, c'est quelque chose qui est profond, ça peut être profond. Une meurtrissure, ça peut être une plaie qui peut juste être légère. Donc il y a des niveaux, degrés dans lesquels nous sommes affectés. Nous ne sommes pas tous affectés de la même façon et on n'est pas tous affectés de la même façon par certaines choses. Troisième information, c'est qu'un homme blessé blesse. Un homme meurtri. Le mec dit, à cause de ma blessure, je vais aussi blesser. Je vais aussi non seulement blesser, mais je vais tuer en fait. Voyez-vous? Un homme blessé, non seulement il blesse, mais on peut aussi tuer. C'est que nous voyons aujourd'hui des couples qui sont simplement détruits à un moment donné parce que l'homme a été blessé à un moment donné dans sa vie. Et enfin, la quatrième des choses que ce texte nous révèle, c'est qu'un homme blessé devient un danger pour un autre homme. Non seulement un danger pour un autre homme, mais devient un danger pour un jeune homme, devient un danger pour la génération à venir. Ça veut simplement dire, le mec est en train de dire, je vais tuer un jeune homme en fait. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de modèle, juste parce que ceux qui nous ont précédés ont été d'une certaine façon blessés et ne nous ont pas transmis les valeurs qu'il fallait. J'ai perdu mon père en décembre 2021, on l'a enterré en janvier de cette année. Alors, je ne dirais pas que je haïssais mon père, que j'avais une certaine colère contre lui, non. Mais je ne le considérais pas comme étant... En fait, je ne le considérerais pas. J'ai commencé à le considérer comme étant un modèle après sa mort, curieusement. Pourquoi? Parce que j'ai été d'une manière affecté négativement par le modèle de père qu'il était. Un père qui n'a jamais été là. Un père qui, entre guillemets, nous a presque abandonnés. Et l'année où il est mort, je me dis, ça faisait 6 mois où il tentait de me joindre au téléphone, mais je ne voulais pas décrocher mon téléphone. Pourquoi? Parce que ses appels étaient très souvent désagréables. Et comme je suis quelqu'un de très positif, c'était difficile. Je me dis, bon, je vais rappeler, je viendrai te voir. Je reportais toujours. Et jusqu'à ce qu'il est mort, ça faisait pratiquement 1 année où on ne s'était pas vu en fait. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je finis par comprendre que mon père lui-même était blessé en fait. Il n'était pas conscient qu'il était blessé et qu'il s'est mis à blesser ses propres enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Et il a été prouvé, je ne sais pas, au Congo on ne fait pas beaucoup d'études, mais je suppose, ça peut être vrai, mais aux États-Unis, je suppose que ça peut être la même chose qu'ici en fait. Aux États-Unis, les délinquants qui sont en prison, on a mené les recherches, en fait, on a découvert que ce sont des personnes qui sont grandies dans une famille où le père était absent, où le père était violent, où le père était quelqu'un de méchant. Ils se sont mis à reproduire la même chose. On rencontre l'histoire de 2 jumeaux. Ces 2 jumeaux ont eu un père qui battait leur maman, qui prenait de la drogue. Plusieurs années après, ces 2 jumeaux ont grandi. Chacun a eu sa vie. Le premier a eu une vie un peu plus semblable comme son père. Il battait sa femme, il prenait de la drogue, c'était un brigand. Par contre, le deuxième a eu une vie normale, avait une vie normale,
C'était un homme qui aimait sa femme. C'était un bon père de famille. On les interviewe séparément et on leur pose la même question, une seule question. Qu'est-ce qui explique l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui? Celui qui était brigand, qui prenait de la drogue, il répond en disant: qui est-ce que vous pensez que j'allais devenir d'autre avec les types de père que j'ai eu? On pose la question à celui qui était un mari aimant. Il dit en disant: qui d'autre voulait que je puisse devenir avec les types de père que j'ai eu? Les deux ont tous donné la même réponse, mais ne vivent pas la même chose. Est-ce qu'on est ensemble? Par là, je veux dire quoi? C'est que certaines personnes sont affectées justement par le modèle qu'ils ont. Et ce que je veux dire, c'est que le modèle que tu as, ça doit être un défi pour toi de reproduire ou de ne pas reproduire. Est-ce qu'on est ensemble? Captez ça très bien. Deuxième point, c'est que le mot, justement, nous allons un peu parler, le mot, les causes qui détruisent, les choses qui détruisent les hommes. Est-ce que vous êtes là? D'accord. Nous allons prendre un deuxième texte dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le verset 11 et le verset 12. Nous allons capter ce texte, je vais revenir sur ça. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors, ici, je veux juste te dire, déjà, à l'entrée des jeux maintenant, souvent les hommes, c'est pas la femme qui a commencé ça, le fait de renvoyer la responsabilité à une autre personne. Ah non, c'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ma faute. C'est parce qu'on a toujours tendance à nous justifier, à renvoyer la faute, la responsabilité à une autre personne. Donc aujourd'hui, ce soir, je voulais dire à une personne: tu es responsable. Tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ce que tu veux être, de ce que tu veux vivre. Tu es responsable. Aide-moi, dis à ton voisin: tu es responsable. Donc, il ne faut pas accuser quelqu'un d'autre. Alors, quels sont les mots dont je vais mélanger les mots, le cause, un peu tout ça, des choses qui détruisent le jeune? La première des choses que j'ai identifiée dans mon expérience personnelle, c'est ce que j'appelle, écrivez ça très bien, un passé non géré. Un passé non géré. Je ne dirais pas que la plupart, je ne serais pas prouvé ça. Je sais que je pose des questions, vous ne levez pas la main, mais je sais ça. Je ne sais pas si vous allez toujours lever la main. Lorsque j'entends par un passé mal géré, c'est que les hommes, on a connu, c'est plus facile dans le règne de femmes. Les femmes en parlent facilement. J'ai été violée. On a abusé de moi. Mais on a aussi des hommes qui ont été violés. Par un cousin, par une cousine. On a aussi des hommes qui ont été, à un moment donné dans leur vie, abusés. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas filmé, même si je pose des questions. On va vous voir. On a aussi des hommes. Et souvent, le passé des hommes est mal géré. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Nous ne partageons pas. Parce qu'il n'y a pas eu un processus de guérison dans la durée. On a des hommes qui ont vécu des violences physiques. Des violences physiques. Et la plupart des hommes ont des passés mal gérés, sans le savoir. Comment expliquer aujourd'hui l'homme que tu es devenu? Et nous savons tous, on en parle très facilement pour les jeunes femmes. Oh non, si une femme est violée, certaines deviennent des prostituées. Mais on a aussi des hommes qui sont devenus des prostituées. Comme nous sommes dans une société où la prostitution est destinée à la femme, mais sans le dire, on a des hommes qui sont des prostituées, qui connaissent autant de hommes. Donc il y a peut-être des prostituées ici devant moi. Non. C'est pas toi, c'est ton voisin. Non, c'était pour rire. Bon, peut-être vrai. On a des hommes, juste à cause de ça, à cause de ce passé qui n'a pas été géré. Et toi, tu penses que tu es un homme, tu es fort. Non, en fait, tu es malade. Tu es juste en train de te tuer à cause de ce passé, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu une bonne gestion de ces passés. Il
Il y a des hommes qui ont connu de violences physiques. Oh, moi, je m'énerve. Tu as des colères excessives. Ça peut être juste dû à ces passés mal négociés, mal gérés. Ça peut être l'homosexualité, tout simplement. Il y a des gens qui ont goûté à l'homosexualité. Je vous en parle parce que je me rappelle lorsqu'on était petit. Moi, je l'ai jamais fait, pour être sincère. Mais je me rappelle qu'on était un peu entre nous. On voulait tester des choses. Et des amis se sont sodomisés comme ça. Et à l'époque, certains, ils sont même allés plus loin de prendre des poules. Qui a déjà fait ça quand il était petit? Bon, qui a déjà vu faire ça? À cause de ce passé, est-ce que ce que je dis est vrai ou non? Qui pense que c'est vrai? Ok, je voulais me rassurer, je ne dis pas n'importe quoi. À cause de ce passé justement mal géré, sans s'en rendre compte, ces choses nous ont détruits. Bon, c'était l'enfance, c'est passager, et puis ça disparaît à un certain âge. Le pasteur va nous parler tout à l'heure là des conséquences spirituelles de certaines choses. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, un passé mal géré. Deuxième de choses qui détruit les hommes, je veux le dire, après je vais m'expliquer juste un peu. C'est l'évolution de la femme ou l'émancipation de la femme. Non, je ne suis pas contre, c'est pas vous dire que je suis contre l'émancipation. Non, c'est l'émancipation. Je veux m'expliquer rapidement. En fait, l'homme africain, en particulier l'homme congolais, n'est pas préparé à l'émancipation de la femme, même dans le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où l'homme est présenté comme étant le roi, comme étant le plus fort, comme étant le pourvoyeur. Et la femme est présentée comme étant une servante. Est-ce qu'on est ensemble? Et que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et que c'est l'homme qui est à la tête. Et que la femme est une servante. Et ça affecte très souvent le couple. Lorsqu'on est dans une société où, aujourd'hui, à l'époque, la femme n'avait même pas le droit d'étudier. La femme n'avait même pas le droit de travailler, d'aller à l'école. Bon, ma femme est là. Avant que ma femme travaillait, mais son travail, elle n'avait pas un salaire. Et très souvent, lorsqu'on parlait, d'ailleurs, désolé que je me parle. Et avant c'était notre argent. Alors après, lorsqu'elle a commencé à gagner un peu plus d'argent, bon chérie, j'ai envie de faire des services avec mon argent. J'ai dit, depuis quand tu as ton argent? Depuis quand que tu as ton argent? Voyez-vous? Et c'est une évolution, et certains hommes ne sont pas prêts à ça. Voilà pourquoi il y a une certaine guerre qui commence dans le foyer. Est-ce qu'on est ensemble? Et la soumission et l'émancipation de la femme est mal pris aujourd'hui et parfois mal compris aussi par certaines femmes. Est-ce que l'émancipation de la femme est mal? La réponse, moi, non. Mais sa gestion peut causer beaucoup de tort au couple ou à l'homme. Et aujourd'hui même, vous avez suivi qu'il y a eu même la conférence des hommes d'État sur la masculinité positive. Les hommes d'État se sont réunis pour parler de la masculinité positive. Pourquoi? Parce que l'émancipation de la femme affecte considérablement la société. Donc si vous êtes pasteur, donc c'est vraiment une question importante que vous devez considérer pour votre église. En parler ouvertement. Est-ce qu'on est ensemble? Okay. Et une des choses qui détruit l'homme, pour ceux qui sont mariés, c'est la mauvaise gestion du divorce. J'ai un exemple concret d'un mentor, de quelqu'un que je connais très bien, qui s'est retrouvé sombré dans l'alcool, un pasteur, juste parce que il est en train de vivre un divorce difficile. Les divorces affectent aussi l'homme. On peut tous le dire, parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment affectés par un divorce mal géré. Autre chose qui affecte l'homme, c'est la mauvaise gestion de l'infertilité de l'homme dans le couple. Voilà pourquoi dans notre société, l'homme n'est jamais infertile, c'est la femme. Lorsque le médecin dit « viens avec ton mari », il fuit. Il fuit.
Il fuit. Ah non, ça ne me concerne pas. Donc la fertilité, se rendre compte que vous êtes infertile peut détruire l'homme. Je ne dis pas, vous devez le prendre normal en fait. On va en parler un peu plus tard. Mais le fait de se rendre compte que je ne peux pas concevoir, ça blesse les hommes. Autre chose qui blesse les hommes, c'est la mauvaise gestion d'une période des difficultés financières. Mauvaise gestion d'une période des difficultés financières. Bon, ces derniers points, les célibataires, vous ne le ressentez pas vraiment. Mais comme vous serez mariés, la mauvaise gestion des périodes des difficultés financières, de dettes, des chômages, affecte considérablement l'homme. Et enfin, c'est le manque d'identité personnelle que la société a ôté à l'homme, que nous allons en parler tout à l'heure. Si aujourd'hui je pose la question, ok, tu es homme, et après? Nous tous on attend, mais je suis un homme, je ne suis pas une femme. Parce qu'en tant qu'homme, on n'a pas d'identité en fait. Et quelles sont les conséquences? Je vais un peu m'attarder ici. Comment est-ce que quelque chose que là, on n'en parle pas beaucoup, mais ce sont des choses qui affectent énormément l'homme. Ce sont des conséquences de choses visibles que nous le ressentons. Vous allez me confirmer ou pas. Il y en a essentiellement 3. Il y a ce qu'on appelle les stress, la dépression et l'anxiété. Je suis sûr que 80% dans cette salle, nous sommes des hommes stressés, parfois dépressifs, et pire encore, anxieux, sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Et nous allons en parler maintenant. Est-ce que vous êtes là? Ok. Alors, le stress signifie simplement se sentir troublé ou menacé dans la vie. Et comment est-ce qu'on ressent, d'où vient le stress? Les choses qui causent notre stress, ça peut être la violence dans la communauté. Ça peut être les difficultés à subvenir aux besoins de la famille ou peut-être à ses besoins personnels. Ça peut être dû à une maladie. Ça peut être une violence physique. Ça peut être une blessure émotionnelle en tant qu'homme. Et nous nous sentons très souvent stressés. On est un peu troublé, un peu perdu. On se sent comme étant menacé dans notre vie. Le stress. Et moi, j'ai connu le stress. J'ai connu la dépression. J'ai connu l'anxiété. J'ai atteint un niveau du stress où mon téléphone éteint. Mais j'ai dit à ma femme, le téléphone est en train de sonner. Ma femme me dit, mais j'ai ton téléphone est éteint. J'ai dit, mais moi, j'entends le téléphone sonner. Voyez-vous, le stress est réel. La dépression existe à cause des disputes, de l'incertitude quant à l'avenir. Il y a des gens ici qui ne dorment pas. Vous savez pourquoi tu dors toujours, tu dors très tard des fois, ou tu es tout le temps sur les réseaux sociaux? C'est parce que tu es stressé en fait. Parce que tu es stressé. Tu sais pourquoi tu suis tout le temps des vidéos de blagues? C'est parce que tu es stressé en fait. C'est parce que tu es stressé et tu cherches quelque chose. Voilà, pour te détendre. Mais malheureusement, ça ne résout pas le problème de fond. Alléluia. Voilà, c'est important. Et la dépression, en fait. La dépression. Nous vivons aussi une certaine dépression dans notre vie. La dépression se manifeste par des changements d'humeur. Ça peut être des sentiments de désespoir, des sentiments de pessimisme. Tu ne parles plus du bien de l'avenir, ni du pays. Une preuve que franchement, le Congo, nous sommes dans la dépression. Tout le monde parle du mal du pays. Nous sommes dans un pays des dépressifs. L'irritabilité ou la culpabilité même, ou simplement des changements dans notre façon de penser, tels que de se concentrer sur les difficultés. Je suis un motivateur et j'entends des gens, quand tu dis à quelqu'un non, ça va aller, non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus dépressifs. La difficulté, avoir du mal à se concentrer ou avoir du mal à se souvenir de choses ou de prendre même des décisions. Et ce qui peut arriver, avoir même des pensées de se suicider. Moi, j'ai eu envie de me suicider. J'ai lutté
avec la pensée de se suicider. Coach que je suis, motivateur que je suis, enseignant que je vous enseigne. Lorsque des fois je dis aux gens, moi j'ai failli me suicider. Ah, toi? Non, on ne croit pas. Bon. Donc c'est pour tout le monde. Peut-être tu ne te suicideras pas, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Qui a déjà eu envie de se suicider? Bon, tu ne vas pas te suicider. Mais... Et la dépression se manifeste aussi par le changement de comportement, comme l'agitation. C'est parler soi-même, bouger tout le temps. Mais aussi par des changements physiques. Par exemple, dormir. Si tu as du mal à te réveiller, tu dors. Tu as envie de rester sur ton lit. Ou avoir un sommeil trop long. Ou voire même avoir un sommeil très, 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 très court. Et la dépression est souvent accompagnée de ce qu'on appelle l'anxiété. L'anxiété se manifeste par des signes qu'on appelle l'augmentation du rythme cardiaque. Mais si na Congo toza déjà na AV. L'augmentation du rythme cardiaque, les difficultés à dormir, difficultés de se concentrer, des sensations de faiblesse, des vertiges, du soufflement, des frissons accompagnés des fièvres, des sentiments de peur continuels, quotidiennement. Ce sont des choses qui affectent l'homme. Et souvent, on nous a appris dans notre société africaine que l'homme n'expose pas ses faiblesses. L'homme le cache. Je ne vais pas dire... On va penser que je suis faible. Je vais en parler. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que nous sommes arrivés à ces stades-là? Est-ce que c'est comme ça que nous sommes faits? La réponse est non. Et là, je ne parle pas seulement de l'homme africain, mais je parle de l'homme du monde en général. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Ok? Bien, je peux le dire déjà, mais non. Parce que en 1900 quelque chose, là, j'ai oublié la date exacte, un médecin a fait une étude et a dit que l'homme un homme masculin n'était pas un être émotionnel. Il a donné un certain nombre de critères. Ce qui fait que toutes les sociétés du monde, d'une manière ou d'une autre, ont été affectées par le fait que l'homme n'exprime pas ses sentiments. C'est l'image qu'on a. Est-ce que si vous prenez un bébé fille et un bébé, disons, garçon, ils réagissent de la même façon, n'est-ce pas? Mais à quel moment ça change? C'est vers l'âge de 6 ans, 7 ans. On observe comment est-ce que le papa réagit. Comment est-ce que nos autres frères, les autres garçons réagissent. Et en grandissant. Et c'est vers l'âge de 16 ans que ça s'accentue en fait. Que les idées comme moi, Nombala, il l'a raté. J'ai dit non, si tous les hommes réagissent comme ça, pourquoi moi je veux changer ça? Donc ce n'est pas, et il a été prouvé que c'est pas parce qu'on a des cerveaux différents. On a le même degré émotionnel que la femme en fait. On a le même niveau émotionnel que la femme. Mais c'est simplement le contexte dans lequel nous avons évolué, nous a orientés d'une certaine façon. Est-ce que vous êtes là? Et on s'entend peut-être à quelque chose de fort pour nous faire pleurer. Lorsque j'ai perdu mon père, les deux, j'ai pas pleuré. Le jour de l'enterrement, j'ai pleuré parce que lorsque j'ai regardé là où on avait fait le choix d'enterrer mon père, je trouvais que ça l'honorait pas beaucoup, j'ai un peu pleuré. Mais je suis rentré, ma femme est là, j'ai pleuré de 2h à 12h, le lendemain du deuil. C'est là que je me suis en fait laissé en fait. J'ai pleuré de 2h à 12h. J'ai pleuré à ce moment-là. Et vous savez quoi? Ça m'a fait énormément du bien. Frère, pleurez. Pleurez. Et c'est ce que la société nous a appris. Et rapidement, les processus de restauration de l'homme.
Le processus de restauration de l'homme. Quel est le processus que je vous propose ce soir? Le premier processus, c'est de vous parler de redécouvrir votre identité d'homme. C'est de redécouvrir votre identité d'homme. Un peu comme je le disais, pendant plusieurs années, les études, les enseignements ont basé l'identité de l'homme en la comparant à celle de la femme. S'il s'agit de parler de l'homme, on le compare toujours à la femme. Il est le plus intelligent. Et aujourd'hui, il est prouvé que la même intelligence, il n'y a pas de... Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans l'histoire, un médecin a dit que le cerveau de l'homme était plus grand que le cerveau de la femme. Et tout le monde a conclu que l'homme est plus intelligent que la femme. Mais aujourd'hui, scientifiquement, ça a été balayé. Complètement. Et on a dit aux femmes que le science, le mathématique, tout ça, c'était réservé aux hommes. Pourquoi? Parce que ça demande un autre niveau d'intelligence. Et tout le monde entier a accepté, ce qui fait qu'on trouve les femmes dans les sections comme les pédas, couper couture, c'est pour les femmes. Et on s'est tous retrouvés là-bas. Pourquoi? Parce qu'un homme a menti à toute l'humanité. Que l'homme est plus logique, a plus de sens. Et l'homme parle moins, il n'est pas émotionnel, tout ça. En fait, on a vu, on nous a dit et on l'a accepté. Ce qui a façonné aujourd'hui le fait que nous sommes hommes. Mais les études récentes concluent que, je suis en train de lire une étude ici, ces études montrent bien comment l'expérience vécue modifie et structure le fonctionnement cérébral. Les expériences de notre société africaine a modifié le fonctionnement de notre cerveau qui, aujourd'hui, a décrit le fait que nous sommes masculins aujourd'hui. Et ils appellent ça la plasticité cérébrale. Cette notion est fondamentale car elle montre l'importance de l'acquis sur l'inné dans les différences et les performances et les comportements entre le sexe. Et ils disent encore, en réalité, ces études ne nous montrent pas que les femmes sont plus émotives. Aucune étude ne montre qu'une femme est plus émotive que l'homme. Elle nous indique simplement qu'elle exprime davantage les émotions ressenties que les hommes. Les femmes expriment juste beaucoup plus. C'est pas qu'elles ont beaucoup plus d'émotions, non. On a le même niveau émotionnel. Ok? Et ensuite, l'étude dit l'environnement socio-culturel a un impact important sur le fonctionnement du cerveau. Mais il n'est pas certainement pas le seul. Les chercheurs l'ont bien compris, mais ils n'ont pas toujours réussi à le prouver. Ils enquêtent notamment un peu sur tout ça. J'ai le lien de l'article, si vous voulez, je vais partager avec vous. Juste pour vous dire que vous ne devez pas vous définir aujourd'hui, c'est un peu comme on dit, faites une déprogrammation mentale que nous sommes en train de faire. C'est de vous remettre en question. Qu'est-ce qui fait de vous masculin? Quel est vraiment votre... Si la femme n'existait pas, qu'est-ce qui fait de vous homme? Quelle est votre identité en tant qu'homme masculin? Alléluia. Et voici les 3 niveaux de l'identité de l'homme. Les niveaux physique, émotionnel et spirituel. Au niveau physique, ce qui fait que vous soyez aujourd'hui masculin, c'est le chromosome Y, c'est ça? Voilà. C'est simplement le chromosome Y. Physiologiquement. C'est tout. Après, plus rien. Bon, après, 2 hormones, je pense, c'est ça. Ensuite, émotionnel. Vous devez savoir que vous êtes un être émotionnel. Aide-moi, dis à ton voisin, je suis un être émotionnel. Spirituellement, parce que vous êtes investi d'une mission. Dieu vous a donné une mission. Est-ce que vous êtes là? Alors, je vais finir rapidement. Parce que Dieu vous a donné une mission. Le mec, dans le texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 4, le verset 23, les mecs avaient 2 femmes. La première s'appelait Ada. Ada qui veut dire en grec beauté, parure, tendresse, patience. Et Tila qui veut dire protection, sécurité, sûreté. À cause de la blessure qu'il avait,
les mecs invitent ces deux femmes pour leur parler de la blessure qu'il a connue. À cause de sa blessure, le mec n'a pas prêté attention qu'il était en face de la patience, qu'il était en face de la beauté, qu'il était en face de la protection, qu'il était en face de la sécurité. Il s'est concentré sur sa blessure. Vous devez savoir que dans votre identité en tant qu'homme, est-ce que vous êtes appelé à nourrir la beauté, à rendre beau l'environnement dans lequel vous êtes? Vous êtes appelé à assurer la sécurité dans l'environnement dans lequel vous êtes, parce que c'est la mission que vous avez. Vous êtes appelé à rendre beau les gens autour de vous. Et une des missions que Dieu a données à l'homme dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le mot cultiver veut simplement dire augmenter la valeur. Votre rôle en tant qu'homme, c'est augmenter la valeur de ce que Dieu vous a donné. Augmenter la valeur de dons et de grâces. Augmenter la valeur de la femme que Dieu vous a donnée. Augmenter la valeur de votre environnement. Vous n'êtes pas là pour détruire la femme. Vous n'êtes pas là pour détruire votre environnement. Vous êtes là pour augmenter la valeur. Alléluia. Et c'est votre rôle. Et ça fait partie de votre identité, de l'identité que Dieu vous a donnée. Alléluia. Deuxième chose dans ce processus de restauration, c'est que vous devez intégrer le processus de restauration émotionnelle comme étant solution à certains de vos problèmes. Cela veut simplement dire, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut vous suivre psychologiquement. Vous devez intégrer un cadre d'aide. Parlez de ce qui vous blesse, de ce qui vous dérange. Comme on aime le dire, défoulez-vous. Ne vous défoulez pas en suivant des vidéos. Allez voir quelqu'un, un pasteur, un professionnel de l'accompagnement, un psychologue. Partagez. Créez un groupe de soutien entre amis. Pas seulement pour aller dans le bruit, mais pour être dans le partage. Je ressens ça. J'ai du mal à penser. J'ai été blessé d'une certaine façon. Soyez dans le processus de restauration. Parce que cela peut avoir des causes, des répercussions difficiles et compliquées dans votre vie. Et enfin, dans ce processus de restauration, vous devez redéfinir une vision personnelle forte. Vous devez redéfinir une vision personnelle forte. Posez la question, qui suis-je? Quel est votre appel? Comment vous devez servir efficacement Dieu? Pas simplement comment je vais être efficace sur les lits. Il y a une des choses qui m'a stressé avant de me marier, je me posais la question, est-ce que non, Coca? Est-ce que non, Coca? Un ami est venu me voir et dit, mon frère, tiens ça. On ne sait jamais. On est prêt à prendre ces choses parce qu'on est simplement stressé. Donc c'est important. Comment servir Dieu efficacement? En quoi suis-je utile aux autres? Quel est l'héritage que je vais laisser? C'est hyper important. Ayez une vision personnelle sur votre famille, une vision personnelle sur vos projets, sur vos affaires, une vision personnelle, une vision forte sur vos finances, sur votre environnement. Alléluia. Et je voudrais finir avec 2 textes de la Bible comme étant une prière. Mais vous devez savoir ce que Dieu vous veut, un homme différent. Premièrement, parce que Dieu veut se glorifier dans vos limites. Vous devez accepter que vous êtes un homme et vous avez des limites. Et Dieu veut se glorifier dans vos limites lorsque vous prenez la décision de devenir un homme différent et un homme restauré. Deuxième chose, c'est que parce que tu dois te déployer et non rester employé. Tu dois vouloir être restauré parce que tu dois déployer les talents, les grâces qui se trouvent en toi. Ne reste pas employé, enfoui en toi-même. Troisième chose, parce que ton potentiel n'a pas de limite. Parce que tu as une mission à accomplir. Quatrième chose, parce que ta vision est dans la vision de Dieu et non dans tes yeux. Ta vision, ce n'est pas dans tes yeux. Ta vision est dans la vision de Dieu. C'est-à-dire,
Entre dans la pensée que Dieu a pour toi. Entre dans la pensée que Dieu a prévue pour toi en tant qu'homme. Et 5, parce que tu es appelé à changer l'histoire de ton environnement. Tu es appelé à être une source d'inspiration pour un autre homme. Et je veux finir avec ces 2 textes qui est pour moi un sujet de prière pour vous. Marc chapitre 10, le verset 46 et le verset 52, je vais les lire rapidement. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiants, aveugles, étaient assis au bord du chemin. Je ne sais pas quel est votre état ce soir, vous êtes déçus, meurtris, blessés peut-être. Verset 47, il a entendu que Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et ce soir, tu dois demander l'aide de Dieu. Alléluia. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. On est entre nous, n'est-ce pas? Exprime-toi ce soir. S'il faut que tu pleures, s'il faut que tu cries, dis, mais il faut que je sois restauré. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ce soir, Jésus t'appelle. Prends courage et lève-toi. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond. Il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Ma prière ce soir, que tu recouvres la vie au nom de Jésus. Tu t'es peut-être perdu. Tu n'as plus de repères. Tu n'as plus de vision de ta vie en tant qu'homme. Ma prière, que tu recouvres la vie au nom de Jésus. Deuxième prière, dans Jean chapitre 11, le verset 6, je vais lire rapidement, je vais sauter des versets. C'est l'histoire de Lazare. Lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore sur le lit d'où il était. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Je veux dire à quelqu'un, ne pense pas que Jésus ignore ton cas. Il était là dès le début. Ça peut paraître une certaine mort, mais je peux te rassurer que Jésus est là. S'il a permis à ce que ces problèmes puissent se dégrader, puissent arriver à ce niveau, ce n'est pas qu'il t'a abandonné. Écoute la suite. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je me redirai à quelqu'un que tu vas te ressusciter au nom de Jésus. Alléluia. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et ce soir, avec le pasteur, depuis quelques jours, nous avons prié et Dieu nous a exaucés pour votre restauration. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'envoie. Ayant dit cela, il crie d'une force, Lazare, sort. Et les morts sortirent, les pieds et les mains liés, le visage enveloppé. Et Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Et ce soir, il y a une résurrection pour toi. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?